Lynx FM 91.00, nous émettons de Cap au Rail. Votre radio. Ici, la place pour votre slogan. Lynx FM 91.00. Toujours plus proche de vous. Lynx FM 91.00, nous émettons de Cap au Rail. Perspective, voici la nouvelle tribune que Lynx FM a conçue, présente à son audimat. Cette émission donne lieu à un débat, des questions-réponses, des échanges et enfin une antenne ouverte au public. Perspective aborde successivement divers thèmes essentiels à l'édification multiforme d'un pays et c'est tous les vendredis de 17h à 18h avec Maguette Bodge. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de votre tribune hebdomadaire Perspective. Pour cet après-midi, nous vous proposons un thème tout à fait nouveau. Il s'agit de parler d'économie solidaire, nouvelle forme de relation économique entre les hommes. En effet, en ce début du XXIe siècle, les guerres continuent de sévir, les inégalités entre les hommes s'accroissent comme si l'exploitation de l'homme par l'homme était inexorable. Les 10% des hommes les plus riches du monde détiennent à eux seuls 86% de la richesse mondiale, alors que la moitié de la population mondiale ne dispose que de 0,5% de cette richesse. Sur notre continent, même dans les pays à forte croissance, la majorité des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce qui chez nous veut dire ne pas manger à sa faim, ne pas se loger correctement, ne pas envoyer les enfants à l'école, ni avoir accès aux soins médicaux. Dans notre pays, la Guinée, le salaire minimum a été fixé à 440 000 francs GNF, le franc guinéen. Somme avec laquelle vous en conviendrez, il n'est pas possible de vivre à Conakry. Avec nos maigres moyens, nous achetons tous des biens importés, forcément à bas prix, et qui pour cette raison ne sont pas de bonne qualité, ce qui nous oblige à les remplacer souvent. Que de gaspillage. Les smartphones, pourtant de haute technologie et dont la fabrication a demandé d'énormes sacrifices à nos frères ouvriers des exploitations minières, tombent en panne et sont jetés n'importe où dans nos tas d'ordures. Combien de temps cela va-t-il durer ? Combien de temps encore notre planète va supporter cette exploitation, cette pollution ? Que laisserons-nous à nos enfants ? Face à ce constat, d'autres formes d'économie se mettent en place, poussées par des populations de plus en plus raisonnables qui pensent que gagner toujours plus d'argent ne rend pas forcément heureux et qu'il est préférable de mieux répartir les richesses pour que chacun dans son pays puisse vivre décemment en harmonie avec son voisin. Car le plus grand ennemi de la paix est bien la pauvreté qui maintient dans l'ignorance et nous fait retomber au temps barbare, esclaves des plus puissants. Ces autres formes de relations entre les hommes, on les retrouve sous le terme générique d'économie solidaire. Partout à travers le monde, des initiatives se mettent en place, aidées par le formidable outil de communication planétaire qu'est l'Internet. Chacun de nous, même dans les endroits les plus reculés de Guinée et grâce à son téléphone mobile, peut nouer des relations partout dans le monde comme si tous les gens de bonne volonté voulaient se donner la main à travers les continents. Pour nous parler de cette économie solidaire qui place l'être humain au centre, nous recevons aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, M. Philippe Leclerc. M. Philippe Leclerc est de nationalité française. Il est né en 1957. Il est diplômé de l'Université de Valenciennes en France. Détient un master intitulé Développement local et économie solidaire, obtenu en 1998 avec mention. C'est la deuxième promotion. L'origine du concept en France. Il a dirigé plusieurs organisations d'envergure nationale dans divers domaines d'activité. Le monde sportif, la formation professionnelle, la protection de l'environnement,
avant de se spécialiser dans l'insertion par l'activité économique des populations les plus fragiles au sein de collectivités publiques. Créateur d'entreprises plusieurs fois primé en France, il intervient en Afrique depuis 2006, au Bénin pendant 8 ans et depuis 2 ans en Guinée, dans la mise en œuvre de projets d'utilité collective ainsi que dans le domaine de l'audit organisationnel et financier à partir d'un bureau d'expertise comptable. Il souhaite transmettre les nouvelles formes d'entrepreneuriat aux jeunes de notre pays par l'information, le conseil, la formation, l'accompagnement dans les projets. Bonsoir Monsieur Leclerc, bienvenue sur Lex FM. Et nous vous remercions d'emblée de votre noble intention de nous mettre au diapason de ce 21e siècle qui évolue et qui a beaucoup de voies qui mènent à l'évolution, qui mènent à l'épanouissement, qui mènent à la promotion humaine. Encore une fois, bienvenue, Monsieur Leclerc. Merci, Monsieur Maguette. Monsieur Leclerc, oui. Nous allons d'ores et déjà vous demander de nous parler, de nous définir la notion, de nous donner la notion de l'économie solidaire. Merci tout d'abord pour cette introduction qui est très, très complète. Je salue bien évidemment les auditrices et les auditeurs de Lynx FM, que j'ai le plaisir d'écouter souvent. Effectivement, l'introduction que vous avez faite résume bien les enjeux. Ce que je vous propose, c'est une série peut-être de 3 émissions dans lesquelles nous pourrons passer en revue presque toutes les facettes de ce nouveau concept. Aujourd'hui, je vous propose de définir ce qu'est l'économie solidaire. J'essaierai de vous donner beaucoup d'exemples, des cas concrets. Dans une deuxième partie, nous pourrons examiner les conditions dans lesquelles elle peut se développer et être prise au sérieux, avec là encore des exemples, puisque l'on rencontre l'économie solidaire dans des projets aussi industriels. Et dans une dernière émission, nous pourrons réfléchir ensemble, et bien sûr avec les auditeurs qui le souhaitent, sur la manière dont l'économie solidaire pourrait être un outil de développement pour la Guinée, pour sa jeunesse, à laquelle nous apporterons des outils pour qu'ils deviennent, pourquoi pas, les nouveaux entrepreneurs solidaires de demain. Alors, avant d'aborder la définition de ce que c'est, je voudrais tout de suite rebondir sur ce que vous avez dit dans l'introduction, le formidable outil qu'est l'Internet. On s'en rend peu compte encore pour le moment, bien que ça commence à venir. Et l'Afrique a eu la chance de passer directement de rien du tout au téléphone mobile, ce qui est un élément, une grande liberté. Je vous cite un exemple. Les femmes au Kenya ont l'habitude de fabriquer des bijoux depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a une de ces créatrices, une dénommée Madame Catherine Maougou, qui a eu une idée, créer une plateforme de vente sur Internet. Et tous les bijoux peuvent être vus dans le monde entier. Par contre, celles qui les fabriquent, il leur suffit d'un simple téléphone portable qui les relie au marché. Elles s'inscrivent sur cette plateforme, envoient les photos que le monde entier peut voir et le monde entier peut acheter. Il suffit, une fois que le bijou est acheté, d'envoyer un messager qui fait toutes les transactions et l'envoie. Monsieur Leclerc, l'économie solidaire recouvre une multiplicité de pratiques. Donc, oui. Pas très aisé à définir, monsieur Leclerc. C'est pas très facile, mais on va essayer. L'économie solidaire recouvre en effet une multiplicité de pratiques très différentes. Je vous en cite quelques-unes. Le commerce équitable, par exemple. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, et celui que je connais le mieux, c'est la France évidemment, il existe un label, le plus connu est le label Max Havelaar. C'est-à-dire ? C'est un label apposé sur des produits de grande consommation, importés en France, importés dans tous les pays industrialisés. Vous savez que dans ces grands supermarchés, on a le choix, on a un terrible choix par rapport à chez nous, bien sûr. Eh bien, le consommateur peut faire le choix de payer un produit un peu plus cher, parce qu'il a la garantie avec le label Max Havelaar que le producteur aura été justement rémunéré. C'est un marché qui actuellement, en France en tout cas, avoisine les 400 millions d'euros. C'était le chiffre de 2012 et qui est en progression de 10% par an. Maintenant, la finance éthique,
Parce que quand vous alliez finance à éthique, alors parlez-nous-en. La finance éthique. Alors, je finis peut-être sur le commerce équitable. Cela veut dire qu'il y a des consommateurs français, pour les chiffres que j'ai cités, qui font ce choix. Ils font ce choix pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir derrière un bon produit. Un producteur qui est bien rémunéré fait un bon produit, donne une qualité de travail que n'aura pas celui que l'on veut exploiter. Ça sera un fil conducteur de nos émissions. C'est là où les relations entre le consommateur et le producteur changent au bénéfice des deux. Alors la finance éthique, c'est très simple. Il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent à investir, et même ici, on retrouve dans les tontines des gens qu'on peut apparenter à des investisseuses ou à des investisseurs. La finance éthique, c'est qu'on va investir ces économies pour la création d'entreprises qui se revendiquent d'une certaine éthique. Donc les fonds ainsi constitués iront vers la création d'entreprises sociales ou solidaires. Une autre forme de l'économie solidaire, c'est le microcrédit. On les connaît bien en Afrique. Il est beaucoup utilisé. Donner un peu d'argent pour acheter la première production. Est-ce que vous pouvez vous étendre un peu sur le microcrédit, parce que c'est devenu presque un credo au niveau des organismes institutionnels comme au niveau des ONG qui s'investissent dans ce financement communautaire. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous y étendre à l'intention de nos auditeurs ? Alors, il y a beaucoup d'ONG qui font du microcrédit. Dans certains autres États africains, l'État même a pris les choses en main par l'intermédiaire d'organismes parapublics et distribue ces crédits qui parfois peuvent être apparentés d'ailleurs à du clientélisme. C'est ce que beaucoup redoutent dans beaucoup de pays. Malgré tout, des exemples probants, il y en a beaucoup, et surtout en Afrique, parce que ce sont des petites sommes pour nous, mais des sommes importantes pour des petites productrices de légumes, par exemple, qui vont pouvoir constituer le premier stock. La difficulté du microcrédit, c'est bien sûr le suivi de ces milliers de créations, qui n'est pas facile, étant donné que les bénéficiaires sont éparpillés sur de grands territoires. D'où la multiplicité des ONG ou des organismes qui distribuent ce microcrédit, qui, à mon avis, nécessiterait, en Afrique en tout cas, parce qu'en Europe, c'est pas la même chose, c'est un peu mieux cadré, mais en Afrique, nécessiterait, comme toujours, un peu plus de contrôle. Un peu plus de contrôle, effectivement, d'autant plus que le microcrédit est perçu un peu comme un moyen de pallier un peu à la philosophie des banques. Parce que les banques ne s'intéressent pas tellement à cette frange de la population qui n'ont pas de moyens. Les banques ne peuvent, par définition, pas s'intéresser au secteur informel. Voilà, justement. Une banque, il lui faut des chiffres viables. Et bien sûr, la bonne dame qui vend au marché ne tient pas une comptabilité normalisée. Ce qui ne l'empêche pas de vivre et de faire son commerce. Un simple meilleur contrôle, je crois, faciliterait les choses, là encore. Et nous en reparlerons peut-être dans la deuxième émission. C'est rétablir la confiance entre les hommes. Rétablir la confiance qui parfois se perd, surtout dans nos pays où le pouvoir d'achat est très faible et où on a toujours peur de se faire rouler. D'où les négociations qui deviennent dans ce cas très difficiles, chacun voulant tirer le maximum de profit pour lui. Alors le tourisme solidaire. Alors le tourisme solidaire, c'est tout simplement choisir un lieu de tourisme. On consomme beaucoup de tourisme dans les pays développés. Les personnes retraitées chez nous ont un fort pouvoir d'achat. On peut soit vouloir aller dans un grand hôtel à New York, je schématise mais presque, ou dans les îles. Mais aussi, le tourisme solidaire, ça consiste aussi à choisir un endroit, comme par exemple le fin fond de la Guinée, ou les très beaux paysages de la Guinée. Et on fait ce choix parce que là encore, l'organisateur du tourisme sur place garantit que nos hôtes seront rétribués justement. Mais ça n'a rien à voir avec le tourisme officiel, organisé, structuré officiellement.
Le tourisme reste de l'initiative privée. Il y a toutes sortes d'initiatives, du club Méditerranée aux grands hôtels ou à des séjours de longue durée. Là encore, c'est le consommateur qui fait ce choix. Ce qui prouve que le changement des mentalités et le changement des relations, ça commence par celui qui a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, c'est le consommateur. Et quand on multiplie le nombre de consommateurs potentiels, ça fait un énorme chiffre d'affaires. Donc il vaut mieux promouvoir un tourisme solidaire pour développer des contrées qui sont mal desservies en termes de tourisme, qui n'ont pas de grands hôtels, mais qui ont la chaleur de l'accueil et l'authenticité de la tradition, par exemple. L'agriculture durable, Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous voulez Alors dire par là? c'est un volet aussi important de l'économie solidaire qui englobe forcément le développement durable. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une certaine éthique, on pense à la solidarité avec nos petits-enfants futurs, avec qu'allons-nous laisser à nos enfants ? On pense évidemment à la protection de l'environnement, à une agriculture raisonnable. Vous savez qu'il y a d'énormes problèmes dans les pays à forte agriculture à cause des pesticides, les pollutions que cela engendre. L'agriculture durable, elle est à la fois une agriculture raisonnée. Mais est-ce que les OGM peuvent être une composante d'une agriculture durable ? Alors c'est un vaste sujet, parce qu'on n'a pas fini... Mais juste, vous allez l'effleurer par l'agriculture solidaire, donc l'agriculture... On n'a pas fini de mesurer les études qui s'attachent à montrer que les OGM seraient dangereux ou pas. Le principe de précaution, si vous voulez mon avis personnel, voudrait que on fasse... on aille pas à pas et que l'on étudie bien les répercussions des OGM qui peuvent se disséminer à travers la nature et changer justement la nature des choses. Et les réseaux d'échange de savoir, les services de proximité, M. Philippe Leclerc, ça veut dire... Alors c'est un pan de l'économie solidaire qui est un peu hors du marché. Jusqu'à présent, on a parlé de marché, vendre des biens ou des services. Les réseaux d'échange, ça se place à côté du marché. Vous êtes menuisier, vous allez me rendre un service à la maison. Moi, je suis professeur de mathématiques et je vais vous rendre ce service chez vous. C'est un échange de savoir, un échange de services. Et dans nos pays, dans certains endroits, le réseau d'échange de savoir ou de services va très loin puisque l'on a institué des monnaies locales pour réguler ce genre de transactions. Alors la difficulté qu'elle pose, et pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité, vous ferez vite le parallèle avec les problèmes qu'il y a actuellement à Paris avec les taxis, par exemple. Les échanges de services ou de savoir échappent totalement à l'organisation économique du pays, puisque ce sont des échanges entre les personnes qui ne sont pas soumis à l'impôt à la TVA par exemple, à l'impôt sur les sociétés. Ça échappe donc à toute forme de financement. Ça veut dire quoi la TVA, à l'intention de nos auditeurs? La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Voilà. Donc, qui se trouve un peu dans tous les pays. Absolument. Qui taxe à chaque vente que vous effectuez, qui taxe cette vente aux alentours de 20%, considérant qu'à chaque vente, vous avez apporté une valeur ajoutée. Et bien sûr, tout cela va dans les caisses de l'État. Dans le cas des réseaux d'échange de savoir ou de services, nous n'avons plus de cotisation pour l'État. Mais par contre, la population s'y retrouve parce que le faible pouvoir d'achat ou l'amenuisement du pouvoir d'achat fait que l'on va vers des choses pratiques, les choses qui nous coûtent les moins chères. Et il se trouve que ces choses-là, quand ça se passe dans des échanges humains, sont bénéfiques pour les deux et entretiennent la relation sociale. Donc nous en sommes au tout début, mais il y aura lieu de trouver le juste milieu pour que l'activité économique participe à la richesse nationale, mais aussi continuer d'entretenir les rapports humains qui naissent de cette économie un peu parallèle pour l'instant. Donc, l'économie solidaire et l'économie sociale, ce qu'on appelle l'économie sociale.
similitudes, différences? Alors l'économie sociale est plus ancienne. L'économie sociale est née dès la fin du XVIIIe siècle, vous voyez. Pendant la révolution industrielle, est née l'économie sociale qui comprend les entreprises et organisations qui combinent des modes de création et de gestion privés mais collectifs de type associatif. C'est surtout les associations, sans but lucratif. Les coopératives, par exemple, que l'on connaît bien en Afrique, qui sont fondées sur la propriété et la gestion collective de l'activité. Les salariés sont des coopérateurs, donc des actionnaires, chacun disposant d'une voix et participent tous aux décisions. L'économie sociale, c'est également les mutuelles. Ce sont des sociétés de secours, de secours mutuels contre les aléas de la vie. C'est surtout des assurances, des produits d'assurance, de retraite ou de prévoyance. Tout cela, c'est l'économie sociale à la base. Les associations, bien sûr, qui rassemblent toute autre forme libre de personnes visant une activité qui peut être aussi économique, mais sans une finalité première de profit. La notion d'économie solidaire, elle, est bien plus récente que celle de l'économie sociale et son contour bien plus imprécis. On l'a vu avec les exemples que je viens de donner. On peut s'en faire une idée grâce au mouvement actuellement qu'on appelle le mouvement altermondialiste qui se retrouve depuis 2001 autour du Forum social mondial. Qu'est-ce que c'est une signification? C'est-à-dire, parlez-nous un peu de ce qu'on appelle les altermondialistes à l'intention de nos auditeurs. Parce que de loin, la plupart, nous entendons parler d'altermondialistes, de manifestations qui se tiennent à Davos, par-ci, par-là. Donc, vous nous en parler? Les altermondialistes transcendent la notion de nation. Continent, de nation. Ça se passe dans le monde entier. Il y a des milliers de gens qui se regroupent et qui communiquent ensemble dans le monde entier pour prôner justement une alternative crédible à l'activité économique traditionnelle et à la mondialisation telle que nous la vivons actuellement et qui fait parfois des ravages. Tout n'est pas à jeter. L'altermondialiste prend ce qui est bon, mais combat ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais l'est souvent d'ailleurs au détriment de la planète ou au détriment des hommes qui s'appauvrissent un peu sur tous les continents et même dans les pays développés. On assiste à une paupérisation due au fait que l'on cherche toujours à avoir les prix les plus bas et on cherche toujours à faire le maximum de profit. Vous l'avez dit dans votre introduction, 10% des hommes les plus riches du monde détiennent 86% des richesses mondiales. L'altermondialiste prône des alternatives et décline ces alternatives dans tous les secteurs d'activité économique ou associative ou environnementale. Donc va se battre contre le nucléaire par exemple, va se battre contre Monsanto qui impose sa volonté aux paysans, va proposer des solutions alternatives et que l'on peut appeler de façon générique l'économie solidaire justement. Mais l'économie solidaire n'exclut pas pour autant la recherche d'un profit individuel. Absolument pas. C'est là la différence entre l'économie sociale que nous avons un peu passé en revue et l'économie solidaire, c'est que l'économie solidaire se place résolument dans le secteur marchand. Il faut faire du profit pour faire vivre l'entreprise. Et donc nous avons passé un certain nombre de concepts en revue qui font partie de l'économie solidaire, mais je voudrais, M. Maguette, que nous focalisions, si vous le voulez bien, sur l'entreprise solidaire elle-même, celle que l'on va pouvoir créer ici en Guinée, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'une entreprise solidaire? Alors il y a une idée qui me vient tout de suite à l'esprit et qui va peut-être surprendre beaucoup d'auditeurs. C'est une information qui nous vient des États-Unis. Il y a un patron d'une entreprise de 120 salariés. Il s'appelle Dan Price. Ça devait être le mois dernier. Il a décidé de baisser son salaire de 90% et de le répartir sur ses 120 salariés pour qu'ils soient mieux payés. Alors, ça, si on voyait ça en Afrique, peut-être qu'on commencerait à avancer, vous ne croyez pas? Mais nous allons nous arrêter là-dessus. Mais je voudrais, à l'intention de nos auditeurs,
leur dire que l'antenne leur sera ouverte à 16h45 pour qu'ils puissent participer à cette émission, échanger avec nous et poser des questions. Donc, alors, il faudrait qu'on s'arrête un peu sur cet exemple de ce patron d'une entreprise, d'une petite entreprise de 120 employés, 120 salariés. Ce chef d'entreprise qui s'est départi de 90% de son salaire au bénéfice de ses employés. Voilà des employés qui sont vraiment motivés. Mais alors, en Afrique, l'idéal ce serait que nous en arrivions là avec les petites et moyennes entreprises. Mais les petites et moyennes entreprises en Afrique, souvent, c'est des entreprises, puisque je peux utiliser ce terme de patrimonial, c'est-à-dire familial. Ouais. C'est un seul individu qui a une certaine surface financière, qui s'investit dans un domaine précis, sans aucune qualification en matière de management ou de quoi que ce soit, mais c'est lui le patron. C'est lui qui a créé cette entreprise. Il l'emploie qui il veut, souvent au fil de toute forme de compétence. Les salaires sont tout simplement, c'est comme un peu un don qu'il faisait à ceux qui sont censés travailler, s'échiner et qui méritent un salaire. Alors, voilà comment ça se passe un peu. Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous en pensez? Si nous continuons dans cette lancée, alors là... Monsieur Maguette, j'en pense... Pourquoi je donne cet exemple? Oui. Pourquoi ce patron a-t-il fait cela, à votre avis? Il a certainement un esprit de solidarité. Absolument. Et je suis heureux, moi qui ai quand même bientôt 60 ans, de constater que contrairement à ce que l'on pense, notre jeunesse, peut-être parce qu'elle communique avec le monde entier, a cet état d'esprit. Dans les startups américaines, on travaille en équipe. On ne crée pas une entreprise comme les vieux patrons d'entreprise du 19e siècle pour faire sa propre fortune et peut-être ne pas durer, parce qu'il y a des entreprises qui se créent mais qui meurent aussi. Absolument. Les jeunes des startups et d'autres, il faut l'espérer, créent des entreprises pour les faire durer. Faire durer une entreprise, c'est fournir un bon travail. Et on n'obtient pas une qualité de travail lorsqu'on martyrise ses salariés. Alors si vous voulez mon avis sur ce qui se passe dans nos pays africains, moi il y a des patrons ici à Conakry qui m'ont dit, lorsqu'on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, on intègre 17% de vol. Oui, parce qu'ils sont mal payés, certainement. Évidemment, c'est pas une raison, c'est pas quelque chose de louable, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors justement, j'ai côtoyé des salariés qui gagnaient 250 000 francs guinéens par mois. Est-ce que vous croyez qu'avec ça, on peut vivre? Moi, le premier, Monsieur Maguette, je vais voler. Hein. On reparlera dans une deuxième étape de ce que l'on appelle chez nous l'état de nécessité. Mais là, attends, il faudra préciser que nous ne les approuvons pas, mais nous les comprenons. Mais je vous garantis que vous me donnez 250 000 francs, comment voulez-vous que je fasse? Soit je fais mourir mes enfants, il faut bien trouver un moyen de vivre. Absolument. Donc, ne vaut-il pas mieux prévoir dès la création de mieux partager la richesse? Ces 17% de vol, on ne peut même pas les calibrer. Ça peut mettre en danger les entreprises. L'entreprise, elle est là pour durer. Donc la qualité des relations, et c'est un grand thème de l'économie solidaire et des entreprises solidaires, c'est que on se met tous dans un challenge, dans un contrat social à l'intérieur de l'entreprise, où on essaye d'être tous gagnants-gagnants. Donc la meilleure garantie de performance d'une entreprise, c'est le management social et humain de l'entreprise. Absolument. Oui. C'est le maître mot de l'économie solidaire du secteur marchand. Vous ne pouvez pas... Nous reviendrons sur des exemples précis qui font gagner des parts de marché. La qualité du travail rendu fait gagner du marché à des entreprises, plus qu'à d'autres qui martyrisent leurs salariés. Quand un salarié est martyrisé ou n'est pas bien dans sa peau, mal payé ou a des soucis, il peut faire n'importe quoi. Quand en plus le patron n'est pas sympathique, et même parfois violent, je l'ai vu ici, on n'hésite pas à gifler les gens en Afrique, on le sait bien, parfois.
C'est terrible, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas espérer d'avoir en retour un bon travail, ou alors il faut être un peu masochiste. Le bon travail, c'est du chiffre d'affaires. C'est ça que le patron doit comprendre. C'est du chiffre d'affaires dans la durée. Et donc, je ne veux pas mettre tous les patrons africains dans le même panier parce que j'en connais des très bien. Heureusement, il ne faut jamais généraliser. J'en connais qui font un excellent travail et des salariés qui sont heureux dans leur entreprise ici en Afrique. Mais il y en a d'autres, hélas, pour qui ce n'est pas le cas et à qui je dis traitez bien vos employés et vous aurez de la qualité de travail. La qualité de travail, c'est du chiffre d'affaires. Et certainement, dans nos prochaines émissions, on aura le loisir de revenir un peu sur la gestion des ressources humaines au sein des entreprises. Bien sûr. Mais en attendant, Monsieur Leclerc, revenons sur ce qu'est une entreprise ordinaire dans le monde et aussi en Guinée. Je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils peuvent nous appeler d'ores et déjà, s'ils le désirent, s'ils veulent poser des questions à Monsieur Leclerc, s'ils veulent nous apporter des contributions ou des exemples concrets vécus. Donc, je le disais, Philippe, ce qu'est une entreprise ordinaire dans le monde, mais surtout en Guinée, en ce qui nous concerne. Oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est généralement l'entreprise familiale, le fondateur qui va investir son argent dans une entreprise qui peut prendre plusieurs formes. Elle peut être dans l'informel, il y en a encore beaucoup, mais aussi, et heureusement, il y a des sociétés à responsabilité limitée, les SARL. Donc c'est le patron fondateur qui va s'associer avec d'autres, souvent la famille, rester majoritaire au capital de l'entreprise et faire son activité économique. Lorsque l'entreprise grandit, ça peut être une société anonyme. Donc dans ce cas-là, les actionnaires sont anonymes, puisque lorsqu'une société est cotée en bourse, par exemple, n'importe qui peut investir. Vous pouvez demain investir sur une grande entreprise comme Total, si vous avez un peu d'argent. Mais Total ne vous connaît pas. Elle va chercher des fonds sur le marché pour investir et faire son activité économique. Mais qu'est-ce que cherche une entreprise jusqu'à présent et depuis toujours ? C'est le maximum de profit. On est là pour faire du profit, donc on veut gagner le plus d'argent possible, et c'est normal, soit pour servir le fondateur, soit pour servir les actionnaires, et l'on va donc tout faire pour gagner un maximum d'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer ses fournisseurs le moins cher possible, et encore une fois, nous y revenons, ses salariés le moins cher possible. Et lorsqu'on ne les trouve pas dans son propre pays, on va les chercher dans le pays voisin, de proche en proche. Les industries françaises se sont perdues, certaines en Afrique du Nord, puis après dans l'Est, et maintenant tout se fabrique en Chine, vous le savez bien, pour aller chercher les salaires les plus bas. Alors faut-il intégrer tout cela ? L'économie solidaire, elle propose de mieux faire sur place et de rendre une qualité de travail qui ne se retrouve pas dans ces pays-là, pas toujours. Vous savez bien que, et c'est malheureux en Afrique, lorsque vous achetez un produit à bas prix, vous l'avez dit dans votre introduction, ne vous attendez pas à avoir de la qualité. Les Chinois disent petit travail, petit prix, petit travail. Alors là, vous me donnez l'occasion, j'avais tellement envie qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, l'informel en Afrique, dans certains de nos pays, l'informel est envahi et pris en charge par la coopération, ce que j'appelle la coopération chinoise, parce que nous sommes envahis par des commerçants de l'informel venus d'ailleurs, avec un savoir-faire que nous n'avons pas, et pourtant notre informel à nous occupait pas mal de jeunes déscolarisés, des jeunes à qui il faut offrir l'occasion d'avoir ce que j'appelle la promotion de l'emploi de nos salariés, et qu'aujourd'hui, si on y prend garde, si on ne prend pas garde plutôt, nous avons un sérieux problème, parce que ce qu'ils avaient là, qui était assez étroite comme possibilité, leur est tout simplement pris par les Chinois, il faut bien dire le nom. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Leclerc ? Est-ce qu'il va de l'intérêt de nos pays qui se disent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le slogan à la mode, en voie d'émergence, pas plus
ce n'est plus en voie de développement, parce que en voie de développement, c'est perpétuel. Alors, c'est en voie d'émergence. Mais alors, si nous ne pouvons même plus laisser le champ libre à nos forces vives pour qu'ils puissent évoluer, gagner leur vie dans les formels, est-ce que nous allons aller où? Je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre. Je ne jette pas la pierre, je dis tout simplement comment ils font, comment ils se comportent. Non, il faut qu'on en parle sérieusement. Il n'y a pas de diplomatie dans cette histoire. Moi je ne jette pas la pierre, les Chinois savent très bien faire les choses. S'ils ne recrutent pas sur place, c'est ça que vous voulez dire, je pense. Ils ne recrutent pas sur place, mais également nous sommes envahis par de la pacotille. Vous avez dit qu'ils Alors, disent il y a très deux souvent choses. petit travail, petit argent. Oui, Il est vrai que c'est la faute un peu de nos commerçants qui viennent avec la pacotille, qui font du 500% de bénéfices et plus. Il est vrai. Donc quand nous parlons, disons, à l'intention. Évidemment, de ces Chinois, il faut qu'on leur dise que nous savons ce qui se passe. C'est pas de leur faute, ok, mais ils n'ont pas, c'est pas des mécènes. Hein. Alors, mais également un message pour nos soi-disant opérateurs économiques. On n'est pas opérateur économique lorsqu'on met son pays en genoux. Et ça, donc, les responsabilités sont partagées et majoritairement par nous-mêmes. Voilà, donc c'est ça. Là encore, c'est un état d'esprit. Moi, je suis surpris de voir... les Chinois font de très bonnes choses. Hein. Encore une fois, c'est un pays fort, un pays magnifique, avec du savoir-faire, qui est en train de construire son avenir. C'est son tour, c'était le nôtre avant, et j'espère bien, et je le crois fortement, ça sera celui de l'Afrique bientôt. Oui, mais là... Il faut construire nos propres forces. Le Chinois ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée, ne trouve pas ce qu'il cherche forcément toujours ici pour remplir ses contrats, pour faire ses contrats, pour faire son travail. Je ne pense pas que ça soit délibéré de leur part, c'est simplement une question économique. D'autant qu'ils cherchent à maîtriser les coûts. Les Chinois remportent beaucoup de marchés parce qu'ils maîtrisent leurs coûts avec leurs propres travailleurs. Mais je ne crois pas qu'ils soient fermés à la coopération. Enfin, c'est mon avis personnel. On pourrait en parler effectivement des heures avec des exemples plus précis que peut-être j'ignore. Je préfère que l'on parle effectivement de l'état d'esprit qu'il y a à acheter de la pacotille, comme vous dites. On va être obligé de changer 3 ou 4 fois dans l'année, plutôt que d'attendre un peu et d'investir dans un matériel solide dont on est sûr qu'il peut durer parfois des siècles. Vous avez des maisons en Europe qui ont plusieurs siècles et qui ont toujours leurs serrures, par exemple. Les serrures de plusieurs siècles. Oui. Lorsqu'on achète une serrure à Madina qui porte la marque Vachette, pour ne pas les citer, mais que c'est une fausse, c'est une contrefaçon, vous allez changer votre poignée de porte 2 ou 3 fois dans l'année parce qu'elle est de mauvaise qualité, mais c'est de la faute de qui ? Là encore, c'est de la faute de celui qui l'achète. Mais celui qui l'achète, il est très ignorant de la qualité. Il pense qu'on lui offre dans le marché, compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat. Il pense qu'on lui offre. Moi, je dis que plutôt, c'est ceux qui offrent ce genre de marchandises qui ne sont pas des patriotes, à mon avis. Vous allez dire que je vais un peu plus fort, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Il faut qu'on se dise des choses. C'est pas vous qui le dites, c'est nous qui le disons. Et je pense que de la pacotille à la friperie, il n'y a qu'un seul pas. La friperie. La friperie nous arrange bien, mais la friperie pose problème. La friperie tue la petite industrie, les petites manufactures. Vous pensez que nos femmes ne méritent pas mieux que de porter des slips de soutien-gorge des dessous de seconde main ? Absolument. Et même nous les hommes, nous méritons mieux que de porter des fétiches de seconde main, des matelas tachés qu'on nous envoie. Des choses qu'on ramasse en Europe, qu'on n'achète pas et qu'on vient nous revendre. Cela ne nous fait pas évoluer, c'est pas comme ça qu'on est à l'émergence de toute façon. Alors Monsieur Maguette, je vais vous surprendre, mais ce que vous considérez ici comme une bassesse, une bassesse, non, je parle d'un point de vue, je me dis peut-être, là, comment vous les appelez, des petites entités pouvant fabriquer des linges de corps. Je pense que c'est quelque chose qui est très utile, très facile. C'est pas une grande technologie. Mais est-ce que nous sommes condamnés à plutôt nous accepter la friperie tout simplement ? On peut faire les deux. Parce que ce que vous considérez comme étant un handicap ou
chez moi, par exemple, et je suis le premier concerné, je vais vous dire pourquoi, le réemploi des choses est une manière d'éviter le gaspillage. D'accord. Donc c'est toute une mode de l'économie solidaire. C'est tout un pan de l'économie solidaire que vous soulevez là, que je ne pensais pas aborder aujourd'hui, mais on peut en parler. J'ai été en France le premier qui ait construit ce que l'on appelle là-bas une ressourcerie. Ça veut dire quoi une ressourcerie ? D'autres diront recyclerie. C'est que tous nos déchets, toute la matière produite, ce sont en fait des ressources. Tout cela est recyclable. Tout cela est réemployable, c'est le cas de la friperie. On réemploie des choses qui ont déjà été utilisées. Lorsqu'on ne peut plus le faire, n'importe quelle matière est recyclable. Et vous avez dans nos téléphones portables des terres rares, des métaux précieux. Et si nous arrivions à démanteler tous ces téléphones et à traiter ces métaux précieux ou ces terres rares, je vous donne quelques idées. Le kilo de certains, il y a 17 terres rares qui sont très recherchées dans le monde entier actuellement, le coût au kilo peut monter à plus de $200. Donc chaque chose est réemployable. Et moi, je n'ai pas honte de vous dire, lorsque j'ai eu ma fille, qui a 17 ans, qui est au lycée français ici, qui va aborder sa terminale cette année, lorsqu'elle est née, on a acheté des choses d'occasion. Pourtant, on a les moyens de s'acheter des choses neuves. Je sais. Attendez. Permettez-moi, monsieur le Clerc. Ce n'est pas une honte. Tout n'est pas mauvais. Ça dépend tout simplement des produits. Il y a par exemple, pour les habits, il y a des habits tout à fait presque neufs dans la friperie. Par contre, il y en a d'autres. C'est des haillons, des chaussures qui sont même déformées parce que c'est des chaussures qui sont franchement inutilisables, qu'on a dû ramasser dans des poubelles. C'est de ce point de vue-là que je parle. Sinon, il t'arrive de trouver une belle chemise neuve, pratiquement, à la friperie, pantalon, veste et tout ça, tout à fait convenable, il n'y a pas de problème. Mais à côté, vous avez des arêtes, des haillons, c'est-à-dire, et c'est valable pour le reste, pour le mobilier, des matelas, vous les avez vus, des bicyclettes sans guidon, c'est terrible. C'est-à-dire, nos États n'ont pas le droit de laisser venir ce genre de marchandises inonder nos trottoirs. Parce que c'est des poubelles, en fait. C'est des trucs qui sont franchement, qui devraient être, je sais pas moi. Justement, nous reviendrons. Ensuite, je viens dans l'importation du mobilier aussi. Il y a une friperie de mobilier. Nos ébénistes, nos menuisiers, nos artisans sont formidables. Mais là, ils n'ont pas de choix, ils ne savent plus quoi faire pour vivre de leur métier. Parce que quand nous sommes inondés par ce matériel, vous, quelques Européens, vous savez que la plupart ne sont même pas achetés par ceux qui l'amènent ici. C'est ramassé, c'est des ordures, c'est des rebuts. C'est de ce point de vue-là que je parle. Parce que là, nous sommes toujours constants dans ce devoir d'interpellation que nous imposons parce que nous sommes des communicateurs et que nous avons un rôle d'interpellation à chaque fois que nous sentons ou que les personnes avec qui nous vivons nous font part d'un certain malaise, d'une certaine incompréhension d'un certain nombre de choses, qu'on en parle. Et c'est des émissions de ce genre nous en donnent l'occasion. Donc nous ne dévions pas de notre thème d'aujourd'hui. Absolument pas. Absolument pas, mais alors, nous comprenons, nous vous écoutons. Mais encore une fois, nous retombons sur des questions de relations humaines et de confiance. Mais aussi, là, dans le cas que vous citez, de grande pauvreté. Comment voulez-vous acheter quelque chose de correct lorsque vous gagnez 250 000 francs par mois, comme ce que j'ai vu souvent ici? C'est impossible. Mais Philippe, il faut se sortir. Il n'y a pas de fatalité. Il faut se sortir par le haut de tout ça. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Oui. Il faut rétablir un climat de confiance, un climat de challenge dans les affaires et mieux gérer nos entreprises et surtout apporter la formation nécessaire à nos jeunes pour qu'ils les gèrent comme il faut, ces entreprises. Parce qu'encore une fois, ça ne s'apprend pas, l'entrepreneuriat. Actuellement, je suis en train de mener un certain nombre de démarches pour pouvoir créer ce genre de formation.
une formation qui serait la création de l'entreprise solidaire, qui est très spécifique, et qui est méconnue et inexistante ici en Guinée. Il faut former nos jeunes, il faut former nos commerçants à mieux gérer, mais aussi à gérer dans des relations humaines constructives. Ce que je disais tout à l'heure, dès le départ, inclure le bien-être du salarié, replacer au centre les hommes et les femmes qui travaillent dans cette entreprise pour fournir une qualité de travail qui va trouver son financement. Nous reviendrons sur cette notion aussi de produits. Nous avons ici en Guinée des produits magnifiques, mais les bonnes dames ne savent même pas l'or qu'elles ont dans les mains. Les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est l'exemple extraordinaire. Les pamplemousses. Les pommes de terre, j'adore les pommes de terre locales. En Europe, nous avons des variétés de pommes de terre très bonnes, mais qui sont moins bonnes à mon avis que les nôtres ici, qui coûtent jusqu'à 69 000 francs le kilo, parce qu'elles sont rares. Et ici, nous en avons des encore meilleures. Les pamplemousses aussi. Nous avons des pamplemousses magnifiques. Ils ont beaucoup de pépins, ils ne sont pas très beaux, mais c'est pas grave, ils sont très bons. Philippe, vous nous parliez tantôt de produits vilains, je sais pas. Alors en Europe, c'est pour ça que j'attire votre attention sur les nouveaux comportements des consommateurs, des comportements plus solidaires. Les grandes enseignes, c'est Intermarché qui a commencé le premier en France, a lancé une campagne pour promouvoir les fruits et légumes moches. Moche. Parce que autrefois, quand on a le choix, on choisit sur l'étalage, on va choisir les fruits et légumes les plus beaux. Oui. Mais c'était devenu à un point tel que le producteur était obligé de fournir absolument des fruits beaux, sinon le reste partait à la poubelle. Donc on en est revenu parce qu'on est dans un état d'esprit différent, des relations du consommateur ou les relations humaines changent, et des consommateurs, parce que les produits moches sont moins chers, se sont tournés vers ces fruits moches qui n'en demeurent pas moins très bons. Et ici en Guinée, on a presque tout le temps des beaux produits, des bons produits, ils sont parfois moches, mais on pourrait aussi distinguer, c'est l'art de celui qui produit et qui vend, mais qui ne le sait pas toujours. On pourrait distinguer les fruits et légumes moches de ceux qui sont très jolis et faire deux prix différents. Or, qu'est-ce qu'on fait ici? On négocie le prix le plus bas possible. La dame qui n'a pas mangé aujourd'hui va vous vendre ça très peu cher, et laissant partir un produit magnifique à un prix qui ne correspond pas, qui parfois d'ailleurs correspond pas au prix auquel elle a elle-même acheté, parce que vu le prix des produits ici, je suis sûr que certaines dames vendent à perte. Donc c'est un état d'esprit. On retrouve tout ça dans l'économie solidaire, et des exemples sont nombreux et peuvent être reproduits, à condition bien évidemment de vouloir adopter cet état d'esprit de solidarité, mais aussi d'instaurer des formes d'entreprise particulières et qui nécessitent de la formation particulière dans l'économie solidaire. Philippe, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de notre émission. Un dernier mot, Philippe? Oui, pour cette et première rendez-vous émission, à nos auditeurs le vendredi prochain. Pour cette première émission, on peut dire en conclusion que l'on met les hommes au centre des raisonnements économiques. C'est ça l'économie solidaire. On favorise la qualité du travail et donc le chiffre d'affaires. La mondialisation des échanges fait que de plus en plus le consommateur recherchera la qualité des produits et sera prêt à les payer à un juste prix. Les exemples sont de plus en plus nombreux. Donc dans les prochaines émissions, si vous voulez bien, Maguette, nous verrons comment, avec les merveilleux produits agricoles que l'on trouve ici, comment on peut les vendre très cher à l'exportation, quelles conditions nécessaires à l'établissement d'une économie solidaire en Guinée. Ça sera notre deuxième thème. Et le dernier, quelles sont les conditions nécessaires? Et le dernier thème, si vous en êtes d'accord, et les auditeurs pourront donner leurs propres idées et voir comment pratiquement cela peut être fait. Parce qu'en parler, c'est bien. On parle toujours beaucoup dans nos pays. On fait même des symposiums, des ateliers, des forums pour parler de beaucoup de choses. Mais le faire, c'est encore mieux. Ok. Philippe, merci. Merci de ta venue, bien entendu. Mais merci de ta disponibilité. Parce que là, pour la première fois, nous avons un consultant, un invité qui prend l'engagement d'approfondir la discussion, le débat, les échanges en une ou deux émissions. Soyez-en remerciés, Monsieur Leclerc. Merci à mes auditeurs d'avoir été au rendez-vous.
votre ami Maguette Mbouch vous souhaite encore une fois un bon week-end de Ramadan. Merci à l'équipe technique, Sadou Kamara. À la semaine prochaine. Perspective, voici la nouvelle tribune que Lynx FM a conçue, présente à son audimat. Cette émission donne lieu à un débat, des questions-réponses, des échanges et enfin une antenne ouverte au public. Perspective aborde successivement divers thèmes essentiels à l'édification multiforme d'un pays et c'est tous les vendredis de 17h à 18h avec Maguette Bodge. Bienvenue sur Lynx FM 91 00 à Cap-Rail.